Au début du film, on voit un pêcheur expérimenté prendre la mer comme des milliers de fois auparavant, il jette son filet depuis son bateau, mais quelque chose tourne mal, le filet s'accroche à quelque chose au fond de l'océan, le pêcheur plonge, mais il ne parvient pas à remonter à la surface, entouré d'un immense banc de poissons. Par ailleurs, une gardienne de phare appelle un collègue en Allemagne pour discuter de l'actualité, interrompue par un signal sur son écran, elle se précipite pour enquêter. Charlie doit nager jusqu'au garçon Judy, il plonge dans l'eau pour récupérer un capteur qui s'est retrouvé pris dans des filets de pêche. Des choses étranges se produisent également au Canada. Léon, un jeune chercheur spécialisé dans l'étude des baleines, est appelé à City Beach, à Vancouver, où une orque géante s'est échouée quelques heures auparavant. Après avoir examiné l'animal, il se rend au quai de pêche pour découvrir qui, parmi les braconniers, a infligé de graves blessures à l'orque. Un vieux pêcheur emmène Léon sur son bateau et lui montre la coque mordue, celle qui a servi à tenter de retourner l'orque. Léon ne comprend pas, l'homme croit à l'histoire du magasin, mais il est certain que le pêcheur ne lui mentirait pas et qu'ils ont dû abattre la baleine pour se sauver. Charlie et sa nouvelle amie lancent dans l'océan un capteur réparé, chargé de suivre la population d'animaux marins. Elle remarque des fragments de glace de méthane autour du bateau, qui remontent souvent à la surface, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup trop. Léon entend enfin les baleines et apprend qu'elles ont été aperçues à divers endroits le long de la côte. Avant de prendre la mer, il appelle sa petite amie Lizzie, qui avait déjà emmené des touristes en bateau pour observer des orques en liberté, voit apparaître une baleine géante près de son embarcation. Après quelques minutes d'immobilité, elle disparaît sous l'eau, mais un banc d'orques la remplace. Lizzie emmène les touristes sur le pont et tous contemplent avec émerveillement l'apparition des baleines. La baleine à bosse géante apparaît également près du bateau et les touristes peuvent l'observer de très près. Le comportement étrange de l'animal ravit tout le monde, sauf Lenny qui tente de prévenir son ami, mais il est trop tard. Le prochain coup de baleine percute le bateau en plein milieu. Léon arrive sur les lieux de l'accident et tente de sauver les survivants, mais deux orques se mettent à chasser les touristes. Léon ne parvient pas à sauver Lizzie. L'action se déplace dans un restaurant français. Après avoir acheté des fruits de mer frais au marché, le chef s'apprête à préparer des homards, mais l'un d'eux projette un liquide inconnu au visage de l'homme. Après s'être essuyé le visage, le chef reprend son travail, mais le soir venu, lui et deux autres cuisiniers commencent à se sentir mal. Le chef décède le même jour. Le soir venu, les deux jeunes cuisiniers sont admis aux soins intensifs en attendant les résultats des analyses qui détermineront les causes de l'accident. Au même moment, un navire norvégien en mer descend une caméra pour étudier un phénomène inhabituel, une invasion de vers des glaces. Quelques spécimens sont remontés à la surface pour être étudiés, et le scientifique découvre une nouvelle particularité, ces créatures possèdent des mâchoires et se reproduisent plusieurs fois plus vite. Une commission est formée et tous s'accordent à dire qu'il s'agit d'une nouvelle espèce de vers et de bactéries. Léon s'entretient avec le propriétaire le bateau de pêche, témoin de l'attaque de baleines à bosse contre d'autres bateaux la veille, a également révélé une autre anomalie. La coque du navire de retour de mer est recouverte d'une épaisse couche de mollusques jamais observée auparavant. Un groupe de scientifiques lance un échantillonneur sur le fond marin pour analyser le sol où des vers ont été trouvés, mais une fuite de méthane provoque une explosion. Le navire parvient à s'en sortir, mais l'équipe est très effrayée. Les scientifiques ne sont pas seulement effrayés par l'erreur commise lors de l'opération, mais aussi les résultats du test. Outre la chaleur au fond de la mer, il y a des bactéries qui se nourrissent de glace et peuvent atteindre les profondeurs. Jazz enregistre un message vidéo pour Charlie lorsqu'un événement étrange se produit soudainement et des lectures alarmantes apparaissent sur les moniteurs. L'eau sous le navire se met à bouillir et quelque chose l'entraîne vers le fond. Dans les profondeurs, l'action se déplace à Venise. Un jeune homme amoureux lit de la poésie sur un pont lorsque soudain le livre lui échappe des mains et atterrit dans le canal. Le couple oublie aussitôt un recueil de poésie, car sous leurs yeux se dresse un spectacle encore plus étrange. Des milliers de méduses géantes remontent à la surface. L'analyse des bactéries prélevées sur le chef infecté révèle une nouvelle souche qui se nourrit de cellules sanguines. Il s'avère que plusieurs autres personnes sont décédées après avoir fréquenté le restaurant sur la côte. Léon demande l'autorisation de pratiquer une autopsie sur l'orque afin de déterminer comment la pollution affecte les baleines et si cela pourrait être lié au changement de comportement de ces géants. Il n'y a rien à l'intérieur de la baleine qui puisse. Les experts s'inquiètent, mais Léon découvre une substance inconnue dans le cerveau de la victime, qui est envoyée pour analyse. Une autre victime de l'infection apparaît, un jeune homme travaillant dans une station de lavage auto. En recoupant tous les événements,
Les scientifiques comprennent que la bactérie s'est propagée du restaurant par le biais du réseau d'eau potable. Léon est informé de nouveaux cas d'attaque de baleines, en consultant la carte, et remarque une constante: tous les changements surviennent chez les baleines pendant leur migration. Pour vérifier ses soupçons, il se rend en bateau sur le lieu de repos des baleines, leur sommeil. La plongée manque de tourner à la tragédie, mais Léon parvient à installer une caméra sur une des baleines et à s'enfuir. Cigar découvre que les Japonais ont également trouvé les vers, mais qu'ils ne sont pas pressés de le signaler au monde. Les enregistrements des caméras sont vérifiés simultanément dans 2 laboratoires. Les images de Léon montrent que le groupe de baleines est descendu jusqu'au fond où ils ont été accueillis par une étrange lueur. Non loin de là, un nouvel incident se produit sur la côte. Des hordes de crabes envahissent les rues d'un petit village. Nouvelle prise de vue, les fouilles des fonds marins lèvent enfin le voile sur le mystère. Une compagnie pétrolière et gazière forait dans la glace à un endroit interdit, endommageant les fonds marins sur plusieurs kilomètres. Léon doit se faufiler à travers une clôture pour atteindre la zone portuaire surveillée et prélever des échantillons de tissus musculaires sur le navire en vue de leur analyse, mais il est appréhendé par la sécurité et arrêté le lendemain matin. M. Sato, le propriétaire japonais du navire, contacte Léon et lui demande de ne plus jamais pénétrer sur son territoire de cette manière, tout en lui promettant de lui permettre d'y accéder. Charlie reçoit tout juste le message enregistré par Jess quelques minutes avant la tragédie. Une fois l'émotion retombée, elle remarque des anomalies sur l'enregistrement, une lueur derrière le hublot, des crabes livrés au laboratoire et qui, comme prévu, commencent à faire surface dans différentes parties du monde. Eux aussi sont remplis d'une étrange substance qui absorbe les cellules sanguines à une vitesse incroyable. Charlie repasse la vidéo en boucle, sans comprendre ce qui se passe. Finalement, la jeune fille perçoit un son très similaire à celui de l'enregistrement. Des profondeurs marines, elle contacte le laboratoire et leur montre un extrait de l'enregistrement qui a attiré son attention, mais sa supérieure, la sévère Katharina, rejette toutes les hypothèses des scientifiques, considérant les sons des différents enregistrements comme de simples bruits parasites. Elle ordonne à Charlie de terminer le travail et de désactiver la station pour le vainqueur, sans qu'il ait à formuler de théories incroyables. Après réflexion et un examen plus approfondi, elle se dit qu'elle devrait se calmer. Les paroles de Charlie incitent Katharina à tester cette hypothèse. Un hélicoptère transportant un groupe de scientifiques et un appareil de plongée arrive sur l'île. L'appareil est livré par Siegor, qui le remet à Charlie avant de repartir. Au même moment, des messages de détresse parviennent aux scientifiques sur le continent. Seul Siegor peut les contacter et l'informer qu'un tsunami terrifiant approche des côtes. Ceux qui le voient de leurs propres yeux comprennent qu'il n'y a aucune chance de survie. Siegor parvient à pour avertir Charlie. Ils partent. Lors de la conférence, des scientifiques annoncent que les bactéries découvertes infectent intentionnellement les humains et que bientôt, tout le monde devra fuir loin des points d'eau. Léon tente d'avertir ses amis pêcheurs, mais aucun n'est prêt à vivre sur la terre ferme. Ils préfèrent mourir dans leur environnement familier. Raïm retrouve Léon à l'Institut pour participer à une conférence scientifique. Les plus grands esprits s'y réunissent pour discuter de la situation et la plupart s'accordent à dire qu'une force est à l'œuvre pour chasser l'humanité. Parmi les habitants de l'océan, seule Katharina s'oppose à tous les autres, refusant d'abandonner les connaissances et les convictions acquises au fil des années d'expérience. Elle ordonne au groupe de rechercher une explication logique fondée sur la science. Malgré les objections de leur mentor, le groupe de scientifiques présente sa théorie au public, convainquant le gouvernement que des créatures marines infectées par des bactéries attaquent intentionnellement les humains. Il donne même un nom à cette nouvelle forme d'intelligence. Cependant, cette version ne suscite que l'ironie des hauts fonctionnaires, qui il est suggéré de trouver des solutions scientifiques aux problèmes plutôt que de négocier avec une intelligence inconnue. L'astrophysicienne Samantha Grove vient en aide aux scientifiques, contrairement aux politiciens. Elle a étudié attentivement le rapport et confirme que l'étrange son sur différents enregistrements présente toutes les caractéristiques d'une langue inconnue. De plus, son équipe est parvenue à capter exactement le même signal depuis l'Antarctique. Une autre personnalité influente, le japonais Mifuno, croit également en la théorie de Siegor et accepte de financer son projet, espérant sans doute qu'il sera utile. Pour sauver le monde, Siegor réunit l'équipe et l'informe du début de la mission. Il leur suggère de bien réfléchir et d'évaluer les risques. Ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout devront attendre une expédition dans l'Arctique dans 48 heures. Les scientifiques rentrent chez eux pour dire au revoir à leurs proches et les prévenir de leur départ. Les familles de beaucoup ont essayé de les persuader de rester, mais tous comprennent que c'est leur dernière chance de sauver quelque chose.
selon les calculs des scientifiques, la plus grande concentration de bactéries intelligentes se trouve située dans l'une des vallées de l'Antarctique, où ils auraient pu vivre pendant des millions d'années. La compagnie se prépare à établir un contact, chacun joue son rôle, notamment en accordant des interviews à un jeune journaliste. Soudain, l'équipement du vaisseau se met à grésiller, et les scientifiques s'apprêtent à capter un signal provenant de l'organisme mystérieux. L'assistante de Sarah Mifuno s'assoit à côté de Léon et lui confie qu'elle n'aurait jamais cru à leur théorie sans son patron, Samantha, qui a prouvé au fil des ans que son intuition ne la trompe jamais, élabore un plan. Elle compte ajouter le cri d'un enfant au signal audio de l'organisme et renvoyer l'enregistrement à l'intelligence pour montrer qu'ils sont prêts à communiquer. Charlie demande à un collègue de l'emmener avec lui dans l'appareil de plongée jusqu'au fond. Le navire jette l'ancre et les scientifiques commencent à transmettre le message sonore. Pendant ce temps, le couple audacieux entre dans la capsule et se prépare à plonger. Toute l'équipe est impatiente, dans l'attente d'une réaction. Un mouvement apparaît enfin sur le radar et les capteurs captent un signal sonore. L'équipe de la capsule tente de contacter la passerelle du capitaine pour signaler un dysfonctionnement des ventilateurs et une pénurie d'oxygène, mais les communications sont impossibles. Le pilote en chef, Luther, est prêt à rentrer, mais Charlie aperçoit un mouvement et éteint les lumières, attendant de voir ce qui se passe ensuite à bord. Ils ont également remarqué quelque chose qui s'approche. Sigurd insiste sur le fait que le capitaine a rappelé le sous-marin, mais Luther, ne voulant plus prendre de risques, hisse le canot sur le navire. Une trappe s'ouvre pour recevoir la capsule dans un compartiment spécial. Charlie remarque alors une étrange lueur autour d'eux, mais elle n'en parle à personne. Pendant ce temps, Samantha annonce qu'ils ont réussi à établir le contact. Le signal sonore est revenu et le cri de l'enfant a changé, signe que les bactéries ont compris le message des humains. Le docteur Chase cherche un moyen de guérir ceux qui ont déjà été infectés par la bactérie. Luther déclare au journaliste qu'il n'a rien vu en profondeur et que tout ce que Charlie a vu n'était probablement qu'un fruit de son imagination, tout comme l'idée même d'intelligence. Néanmoins, Samantha tente de déchiffrer les messages des urgences pour les assembler en un signal de réponse que les services de renseignement comprendront. Restant dans le compartiment avec la capsule, le journaliste remarque une lueur dans la piscine. Les lumières du navire s'éteignent et des interférences commencent. Lorsque tout est rétabli, le capitaine voit le corps de la journaliste s'effondre sur l'écran. Chase tente de sauver la jeune fille et remarque sur ses lèvres un liquide ressemblant à du liquide céphalorachidien. Samantha informe l'équipe et le capitaine que, lors de la recherche de tension, un signal a été détecté, une surtension si faible que personne ne l'a entendu. Plus important encore, selon l'astrophysicien, ce signal provenait de l'intérieur du vaisseau. Charlie écoute les propos de ses collègues, mais n'ose pas leur avouer qu'ils ont introduit les bactéries dans la piscine. Léon rend visite à une jeune fille dont le corps est couvert de taches étranges et prise en charge par le médecin. Ce dernier demande l'aide du garçon et de Sarah, qui doivent la maintenir pendant le prélèvement d'un échantillon de liquide céphalorachidien pour analyse. Le médecin communique ensuite les résultats à l'équipe. Une substance précédemment trouvée chez des créatures marines a été découverte dans la moelle épinière d'Alicia. Chase pense que des bactéries tentaient de fusionner avec les cellules de la jeune fille, et Charlie admet avoir vu la lueur entrer dans le vaisseau avec eux. Samantha enregistre un nouveau message pour la Terre, incluant cette fois une image sonore. L'astrophysicien Charlie descend sans autorisation dans le compartiment scellé et la piscine se remet à briller, créant des formes étranges avec la lumière. À ce moment, Samantha reçoit un message de l'entité contenant une image. L'hélicoptère de M. Mifuno atterrit sur le navire, car il souhaite assister à l'inauguration. Ce corps lui montre l'enregistrement des caméras de la piscine et l'image envoyée en réponse au message de Samantha. Selon l'astrophysicien, il possède une image du superocéan qui est entouré comme selon les scientifiques, un supercontinent existait il y a des millions d'années. L'entité leur a rappelé qu'elle était et sera sur Terre bien plus longtemps que les humains, et qu'elle souhaite simplement que les océans soient laissés en paix et non détruits, mais une bonne nouvelle se profile. L'entité répondant au message, l'équipe a une chance de négocier et de parvenir à un cessez-le-feu. Entre-temps, Chase met au point un médicament capable de détruire les bactéries qui consomment les cellules sanguines. Cette nouvelle crée des dissensions au sein de l'équipe. Mifuno prévoit de tester la substance dans la piscine, et si cela fonctionne, détruisez complètement le R. Sigurd n'est pas d'accord avec cela, du moins jusqu'à ce qu'il confirme qu'ils ne peuvent pas négocier avec les urgences. Chase tente de trouver un compromis et suggère d'essayer le médicament au pôle, mais sans se précipiter pour le lancer en haute mer. Tout le monde se rassemble pour assister à l'expérience.
Chase jette le médicament dans l'eau qui commence immédiatement à monter en émettant un cri terrible qui brise le verre. Le capitaine est informé que rien ne fonctionne sur le navire et qu'il dérive simplement dans les eaux de l'Antarctique, mais en pire, le navire est cerné d'icebergs. Il heurte l'un d'eux, mais soudain, une lueur bleue le transporte ailleurs. Le capitaine ordonne de démarrer les moteurs pour se libérer de l'emprise terrestre. Il ne comprend pas non plus pourquoi il ne déverse pas toute la drogue à bord dans l'eau, mais Sigo tente d'expliquer au capitaine que tout cela est le prix de son expérience insensée dans la piscine et que personne au monde ne pourra jamais produire suffisamment de cette substance, détruire la Terre à l'échelle mondiale. La seule issue est de conclure une trêve, tandis que l'équipe réfléchit à la manière de négocier avec la Terre. L'entité emprisonne le vaisseau entre les icebergs. Charlie se précipite vers la capsule pour descendre et remettre le corps de Luther à ER en signe d'obéissance totale. Une fois en profondeur, Charlie change de plan, elle s'injecte les visions de Lucas dans le cœur, qui peuvent fusionner avec ER, et ouvre la porte de la capsule. Le corps tombe sous le contrôle d'UR et les brises-glaces libèrent le vaisseau, tandis que des milliards de lumières enveloppent la jeune fille sous l'eau. Charlie amène le vaisseau sur une île déserte, il ouvre les yeux et regarde le ciel. Avec des yeux bleus brillants, la série s'arrête ici. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette série dans les commentaires.